Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce vendredi ensoleillé pour parler un petit peu lecture. Alors je me prépare juste mon petit thé. Hop, voilà, j'ai mon thé, j'ai pris une petite pomme parce que j'ai un petit creux et on va pouvoir commencer à présent. Alors, dans le courant de la semaine, j'ai pu lire ceci. On a cette petite pile. Petite mais pas si petite finalement. On va commencer par ma lecture en cours dont je vous avais déjà parlé et j'étais en train de le lire, j'ai pu le finir. C'est donc Les Aventures de Balthazar Fox. C'est écrit par Pascal Brissy et on est aux éditions Ozu. C'est 3 histoires, donc c'est une trilogie combinée en un seul roman. C'est ça qui m'avait intéressée quand je l'ai acheté. J'avais entendu parler de ce livre qui est un livre jeunesse bien évidemment et l'idée d'avoir directement les 3 livres en un seul roman me semblait assez pratique. J'ai pu enfin faire la lecture de ce livre. Alors pour l'histoire, on va suivre Balthazar Fox qui est un jeune garçon. Son cadre familial est un peu perturbé étant donné que son père est sénateur. Il vit donc dans le luxe, un grand confort et sa mère a disparu du jour au lendemain. Les relations qu'il a avec son père sont assez particulières étant donné qu'ils se tiennent très éloignés l'un de l'autre. Il voit quasiment jamais son père. Son père, il s'est plongé dans le travail, donc il voit quasiment pas son fils. On va dire qu'ils se croisent une fois de façon hebdomadaire et c'est suffisant. Donc ils vivent chacun leur vie dans leur coin. Lui c'est un ado qui va à l'école. Il a du mal à avoir des amis parce qu'on comprend qu'il déménage assez fréquemment. Donc il reste jamais assez longtemps à un endroit pour pouvoir se fixer et vraiment créer des amitiés. Et en plus de ça, il a une particularité qui est aussi assez étrange, c'est qu'il possède une queue de renard qui doit cacher évidemment dans la vie de tous les jours. Donc on le voit ici dans cette image-ci. Et un jour, il va être projeté dans un autre monde grâce à des pierres particulières et il va se retrouver dans un monde qui est en guerre et plein de violence où les êtres qu'il rencontre sont des animaux de conscience, de sentiments. Comme des êtres humains, sauf que ce sont des animaux. Il va faire la rencontre de trois personnages. Donc on a une renarde qui s'appelle Andoria, qui est ici sur l'image. On a Vlad, un chacal, et on a Ernst qui est un loup guerrier. Un ours, ça va aller. C'est un ours guerrier. Il va atterrir dans ce monde qui est en pleine guerre et il va devoir prendre part à cette guerre. Il va avoir un peu du mal à s'acclimater au début et puis il va vite trouver sa voie. Il va apprendre plein de choses sur sa famille, notamment autour de la disparition de sa mère. Il va comprendre aussi qui il est, quel est son rôle au sein de ce nouveau monde. Et il va apprendre qu'il a vraiment un rôle extrêmement important étant donné qu'il faut maintenir un équilibre entre le monde où il a été projeté et son monde à lui. Et c'est à lui notamment de maintenir à cet équilibre. Donc j'ai bien aimé la lecture. Je vous explique pas plus pour les autres tomes, la suite de l'histoire, étant donné qu'on va de nouveau avoir les mêmes personnages. Donc on va toujours retrouver Balthazar Fox qui à chaque fois va être confronté à une nouvelle difficulté. Donc il y a tout le temps une sorte de quête avec des bagarres, des guerres, des conflits. Et voilà, ça reste du jeunesse, donc c'est pas très compliqué à suivre. Il n'y a pas 10 millions de personnages et on va assez vite droit au but, mais il y a quand même des surprises qui sont présentes et je trouve que ça a bien été fait. On s'attache très vite au personnage de Balthazar, aussi de ses amis. Donc il y a vraiment un peu de tout dans ce livre. On a également de l'émotion. On peut avoir des petits pincements au cœur à un certain moment. Donc j'ai bien apprécié cette lecture. Ça se lit bien, c'est extrêmement fluide étant donné que au niveau du texte, on est sur ce genre-ci. Donc c'est aéré. Il y a des bords assez larges
de chaque côté du texte et nous sommes sur un roman qui fait un peu moins de 500 pages. Donc on est ici à 460 presque, 460 pages presque. Donc voilà, ça se lit assez vite. Moi j'ai pu justement le finir le week-end de passé. Ça m'a pris quelques heures dans l'après-midi et j'ai pu lire plus de la moitié à ce moment-là. Donc voilà, une fois qu'on est plongé dedans, c'est assez fluide et les différents tomes s'enchaînent. Autre lecture, c'est celui-ci que j'ai acheté très récemment. J'ai absolument craqué quand je l'ai vu. C'était pas prévu que je l'achète aussi vite, mais bon, quand je suis tombée dessus, j'ai pas pu m'en empêcher. Je le trouvais déjà super beau quand je le voyais via les réseaux, mais en vrai, il est magnifique. On est ici sur une couverture noire, donc c'est Les Monstres de Rookhaven. C'est écrit par Padraig Kenny. Je ne sais pas si je prononce bien, et on est aux éditions Lumen. C'est de nouveau un livre jeunesse, un livre où il y a des illustrations. Il est vraiment splendide. Je vous montre quelques pages. Hop, on a ceci au tout début. Donc on nous présente les différents personnages qu'on va retrouver dans le livre sous cette forme. Voilà, ici on a le premier chapitre qui démarre comme ceci. Le livre est rythmé avec 5 parties, si je me souviens bien. Oui, donc partie 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque partie, on va avoir une illustration en noir et blanc. Tout le livre est en noir et blanc. Et on a des petits inserts au courant des pages, comme ici. Ah, où est-il? Voilà. Avec des illustrations directement dans le texte. Ou sinon, on a des changements de couleur avec des pages, au lieu donc d'être d'habitude blanches, vont être avec un fond noir et le texte en blanc. Ça se lit extrêmement vite. Ça m'a pris moins d'une après-midi. C'est fluide, ça se lit bien. L'histoire est sympa. Alors, au niveau de l'histoire, je vais vous en dire un petit peu plus. Alors ici à l'arrière il y a une phrase importante, c'est noté: les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Et c'est exactement ça. Avec cette phrase, toute l'histoire ou presque est dite. On va suivre le personnage de Mirabelle. Mirabelle qui est une jeune fille qui vit dans ce manoir qu'on voit ici, qui est un manoir assez particulier parce que les autres habitants du manoir sont des monstres. Donc par exemple on a un homme qui peut se transformer en ours, on a une femme dont le corps en fait est composé de centaines ou de milliers d'araignées, on a un personnage qui est un vampire, enfin on a des jumelles un peu particulières et ils ont tous des aptitudes évidemment étant donné que ce sont des monstres et ils se considèrent tous comme une famille. Donc ça va être tante Edna, ça va être oncle... je ne sais plus, oncle Bertram, oncle Enochi, voilà, c'est des cousins, c'est des oncles, ce sont des tantes. Donc ils sont très soudés, ils sont ensemble et ils vivent dans ce manoir. Et ils vivent dans ce manoir protégés par une barrière magique. Et cette barrière magique les coupe du monde extérieur, donc du monde des humains. Ils ont seulement un lien qui est scellé avec un pacte avec le village des environs, avec le village le plus proche de ce manoir, dont les habitants là sont au courant du statut de ces personnages. Ils ont une sorte de deal, étant donné qu'avant la création du pacte en question, les monstres se nourrissaient des êtres humains. Et dans le pacte qui a été établi, il est stipulé que les monstres n'ont plus le droit de manger des humains et en contrepartie, les habitants du village les fourniront en viande fraîche, on peut dire. Et tout se passe bien, voilà, il y a cet équilibre qui est là. Les monstres restent dans leur domaine, leur château, et ils n'ont pas d'échange avec le monde extérieur à part les habitants du village quand ils viennent les fournir en nourriture. Et à un moment donné, il y a un ado, donc un ado et sa sœur qui sont tous les deux orphelins. Ils s'appellent Tom et Jem.
Ils ont quitté l'orphelinat et pour survivre, ils sont sur la route, ils chapardent de ce qu'ils trouvent, ils volent les lieux où ils passent et à un moment donné, leur voiture tombe en panne sur le bord d'une route déserte. Et là, ils vont s'aventurer dans les bois sur les bas-côtés et ils vont voir une sorte de passage, vraiment un trou dans une toile, dans un voile, où ils apercevront le manoir. Ils vont passer par ce trou et se rendre au manoir. Ça va surprendre beaucoup les occupants parce que de un, voilà, déjà normalement les humains du monde extérieur n'ont pas le droit de venir chez eux, donc en théorie ils pourraient les dévorer. Et aussi que la barrière magique qui les protège du monde extérieur a un défaut. Et donc il faut réparer cela au plus vite. Les personnages de Tom et Jem vont rester au manoir et découvrir leur nouveau lieu de vie, en tout cas temporaire. Et à côté de ça, il faudra vraiment remettre cette barrière en état le plus vite possible parce que même les monstres craignent des dangers également. Et justement, il y a un grand danger pour ces monstres qui se profilent tout doucement à l'horizon. Voilà, ça c'est pour l'histoire, c'est pour le cadre. Voilà, je l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment adoré cette histoire. C'est super bien fait, ça se lit tout seul, c'est vraiment une belle découverte. Le fait d'avoir les illustrations, le fait d'avoir des passages de pages noires. Hop, j'en montre encore une ici, avec des plantes carnivores. Ça pousse à lire à chaque fois. Les chapitres sont pas très longs, donc on les termine extrêmement vite. Il y a des thématiques importantes qui sont abordées parce que c'est vraiment une chouette histoire ayant pour thème la famille, même si c'est pas vraiment la famille du sang, mais en tout cas c'est la famille qu'on se choisit. On a aussi l'entraide, on a aussi l'amitié. Qui est extrêmement fort présente parce qu'il va y avoir des relations amicales qui vont se développer entre les deux orphelins et les monstres, alors qu'à la base c'est pas du tout quelque chose qui est habituel, c'est pas du tout quelque chose qui est recherché. Chacun reste dans son coin avec une sorte de crainte, en tout cas pour les humains, et les monstres voilà, sont très solitaires et craignent aussi pour leur petite vie là qui est bien confortable. Donc l'équilibre il est extrêmement fragile. Et il y a cette peur de le bousculer, de le rompre. C'est superbement bien fait, j'ai adoré ce livre. On passe à un petit polar, c'est celui-ci, c'est Snjorn, je ne sais toujours pas comment le prononcer, c'était également une de mes lectures en cours la semaine passée, donc je vous en avais un petit peu parlé déjà, de Ragnar Jonasson. On est aux éditions... C'est noté point, mais c'est les éditions de La Martinière. J'ai fini. J'avais pas grand chose à lire, je l'ai terminé assez vite. C'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On se retrouve en Islande, dans un village où il ne se passe jamais rien. C'est le village le plus calme qu'on puisse trouver, où les crimes sont quasiment nuls. Et ensuite, le personnage de, comment s'appelle-t-il, Harry Thor. Harry Thor qui est un jeune homme qui est policier et sa première affectation c'est dans ce village. Le village on le retrouve ici, c'est écrit ici. Moi je ne sais absolument pas comment ça se prononce donc on l'a là. Il va dans ce village donc paisible, tranquille, coupé du monde en hiver où il se passe absolument rien pour commencer sa carrière. Alors il doit un petit peu s'habituer à son environnement vu que il arrive en tant qu'étranger dans ce village, tous les gens se connaissent depuis longtemps, tout le monde a ses habitudes et il doit un petit peu se faire sa place, trouver sa place. On a dans ce village une célébrité, donc c'est un écrivain très célèbre qui est à son âge, hein, il est âgé, il a 80 ou 90 ans et il a écrit un livre apparemment mémorable, donc c'est la célébrité locale. Un jour, un accident survient au théâtre où il y avait une grande répétition.
Justement, cet écrivain qui prenait part aux répétitions et à la mise en place de la pièce de théâtre fait une chute mortelle. La police est dépêchée sur place, donc évidemment Harry Thor arrive avec son supérieur qui est le policier responsable de la ville. Je vais juste boire un petit peu parce que... Voilà, pour ma gorge, je sais plus. Ils vont arriver sur place, ils vont interroger un petit peu le monde et on part sur le fait que c'est un accident. Que le personnage, voilà, il a dû chuter à un moment donné, il a perdu l'équilibre à cause de son âge et il est mal tombé, donc accident. Harry Thor, lui, il n'est pas spécialement convaincu par cette version, mais bon, il est vraiment le jeuneau de l'équipe, donc il n'a pas vraiment la liberté de pousser un peu plus l'enquête ou de forcer un petit peu plus son supérieur dans son sens, jusqu'au moment où on retrouve le corps d'une femme à demi nue dans la neige. Et là, ça fait quand même beaucoup, ça fait en tout cas un accident qui semble assez louche et une femme agressée. Pour un petit village où il se passe jamais rien, qui est le plus tranquille du monde, où la police a juste à mettre des PV ou faire le tour tranquillement pour un peu discuter avec les gens, ça fait quand même beaucoup d'un coup. Et là, évidemment, ça va un petit peu débloquer les choses. Donc il y a une enquête qui va se mettre en place et là, Harry Thor va prendre les devants. Il va commencer un petit peu à fouiller, à gratter et il va déterrer plein de choses, évidemment, étant donné que dans ces petits villages où tout le monde se connaît, eh bien il y a tout le temps des petits secrets. Les voisins sont au courant des allées et venues des uns et des autres. On a des petits secrets de famille, on a des petits secrets sordides, des habitudes, des addictions. Les gens ont des choses à cacher, donc ça va un petit peu compliquer l'enquête évidemment, mais voilà, Harry Thor va pas lâcher l'affaire et il va vraiment essayer faire tout son possible en tout cas pour découvrir ce qui se passe exactement dans ce petit village et découvrir si cet écrivain célèbre c'est effectivement un accident ou si c'est un meurtre et de savoir vraiment ce qui est arrivé à cette femme qu'on a découverte dans la neige ensanglantée. J'ai beaucoup aimé ce polar. Je sais que c'est le premier livre de cet auteur. Il en a écrit d'autres. Je pense qu'il y a aussi une trilogie dont le premier tome s'intitule La Dame de Reykjavik, je pense. Ici, il y a d'autres qui suivent pour les enquêtes de ce village. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment envie de continuer de poursuivre parce que j'ai bien accroché avec la plume de cet auteur. J'ai bien aimé l'ambiance aussi parce qu'on est en Islande, il fait froid, on est vraiment dans une ambiance, en tout cas moi je me suis parfaitement retrouvée dans un petit village retiré, perdu, coupé du monde, dans le froid, c'était parfait. Je vous parle maintenant de celui-ci, à nouveau une lecture jeunesse. En fait il y a eu pas mal de lectures jeunesse, on est sur du jeunesse et du policier. Ici c'est Bienvenue à Perfect City, c'est écrit par Elena Dugan et on est aux éditions Fleurus. Je trouve que la couverture est vraiment très très belle aussi, regardez. Hop, et à l'arrière... Enfin, la tranche, c'est sympa parce qu'on a aussi les petites lunettes avec les personnages principaux dedans. Et à l'arrière, de nouveau, hop, la thématique dans les tons bleus, vert, rouge. C'est très joli. Les chapitres aussi s'articulent comme ça. On a à chaque fois, hop, une petite illustration qui change et puis qui revient une fois qu'on a fait le tour. Je crois qu'il y en a 4-5 et puis après, ça revient. Mais je trouve ça très joli. Au niveau du style du livre. On a des petites TR aussi. Hop. De nouveau, c'est assez aéré, ça se lit vite. Ça se lit bien. J'ai bien aimé cette histoire. Ici, de nouveau, une phrase pour remettre dans le sujet. Et si les murs avaient des yeux?
C'est assez intriguant. On va retrouver dans ce livre une jeune fille qui s'appelle Violette, qu'on peut voir ici. Et Violette, avec ses parents, arrive, emménage à Perfect City, qui est une ville. Ils emménagent dans cette ville à la demande des responsables, des autorités de la ville, qui sont deux frères jumeaux qui s'appellent les Archers. Parce que dans le village, il y a un souci, c'est que les gens deviennent progressivement aveugles et il faut trouver une solution. Il y a une solution qui a été mise en place, ce sont des lunettes spéciales pour empêcher que les gens deviennent aveugles, mais étant donné que le père de Violette est un ophtalmologue réputé, qu'il a écrit un article apparemment important, c'est via ce biais-là que les jumeaux Archers ont entendu parler de son père, lui ont demandé en fait de venir les aider pour régler la situation et éviter évidemment que toute la population devienne aveugle et qu'elles doivent porter à vie des lunettes particulières pour ne pas perdre la vue. Donc chamboulement dans la vie de Violette avec ses parents, elle arrive avec sa mère, son père et elle. Elle est vraiment pas emballée d'avoir dû déménager et d'arriver dans cette ville où elle se sent pas à l'aise. Tout a l'air vraiment particulier. Les gens sont très spéciaux. La ville s'appelle Perfect City et on comprend pourquoi, parce que ça fait vraiment... tous les habitants sont des sortes de personnages parfaits qui sont complètement mis dans un cadre, il n'y a rien qui déborde, toutes les pelouses sont taillées à la même hauteur, toutes les façades sont décorées de la même façon, enfin il y a une certaine homogénéité qui est partout, mais c'est vraiment dérangeant, étrange, il y a un sentiment malsain dès le départ quand on constate ce genre de choses. Les deux responsables, donc les frères Archers, sont vraiment très mielleux, très frotte-manche envers les parents de Violette, et elle sent que ça cache quelque chose, qu'il y a quelque chose derrière, que c'est pas du tout franc, donc elle est pas à l'aise. Et dans le village, dans cette ville, parce que c'est plus une ville, il y a des habitudes qui sont prises, notamment de prendre le thé. Un thé de la fabrication de ces deux personnages, les frères Archers, qui ont leur entreprise de thé. C'est un thé un peu magique, étant donné que quand on le boit, on peut penser à toutes les saveurs qu'on aime bien, et c'est ça qu'on aura en bouche. Donc il y a un seul thé, et si le matin je pense à, je ne sais pas moi, popcorn, ben, j'aurai le goût du popcorn en le buvant. Si le soir je pense à crème brûlée, ben, le thé aura le goût de la crème brûlée. Donc c'est vraiment selon les envies personnelles de chacun, et c'est très attractif évidemment. Donc les gens ont cette routine de boire régulièrement le thé qui est fourni aux habitants. Donc voilà, Violette commence sa vie. Elle va à l'école, elle a un peu du mal parce que la discipline est poussée à l'extrême, c'est même plus de la discipline, il faut être vraiment un enfant modèle, et il y a plein d'interdits, et si on les enfreint, les conséquences sont quand même assez importantes, assez drastiques. Donc voilà, elle se rend compte que clairement il y a un souci, ses parents changent au fur et à mesure, il commence à y avoir des tensions, leur personnalité commence à évoluer, et elle n'arrive pas à savoir ce qui se passe exactement, jusqu'au jour où elle va faire la rencontre d'un autre enfant qui est un orphelin qui s'appelle Kid, et Kid va un petit peu lui expliquer ce qui se passe, et voilà, je ne vais pas en dire plus parce que sinon je vais vous dévoiler des éléments de l'histoire. Mais donc voilà, grâce à Kid, elle va comprendre qu'est-ce qui pose problème dans cette ville. Elle va essayer de le résoudre aussi parce qu'évidemment, elle l'avait bien senti dès le départ, cette situation n'est pas normale. Il y a un gros souci dans cette ville et il faut faire quelque chose pour que les choses reviennent à la normale. C'était une très chouette lecture également. J'ai bien aimé aussi. C'est de nouveau voilà, un livre où on a les thématiques de l'amitié, de la différence, mais aussi de l'entraide,
je vais y arriver, de la solidarité. J'ai passé une très très bonne lecture avec ce livre aussi également. Voilà, je n'avais plus de batterie, j'ai dû aller recharger, mais nous allons donc poursuivre maintenant avec la dernière lecture que j'ai pu faire, policier, de nouveau, comme dit précédemment, c'est celui-ci, Le Corbeau d'Oxford. C'est le premier tome des enquêtes de Loveday et Ryder. On est aux éditions HarperCollins Poche et ça a été écrit par Faith Martin. C'est le premier tome. Il existe sous différentes maisons d'édition. Donc ici, c'est les HarperCollins en poche, mais il y en a également d'autres qui existent également. Et dans ce format-ci, je sais qu'il y en a d'autres qui sont déjà sortis. J'ai pris le premier, mais on retrouve les deux suivants. J'en avais beaucoup entendu parler de cette série de petits cosy mystery et vraiment, il y avait beaucoup d'éloges. J'étais assez curieuse de les découvrir et je suis absolument enchantée d'avoir pu lire celui-là. D'ailleurs, j'ai vraiment adoré. Je vais très très vite aller chercher les suivants, les tomes suivants. Là, je pense que je vais prendre les deux déjà sortis directement parce que ça sert à rien. Je crois que c'est bon, j'aime bien, donc je vais m'accrocher. Alors ici, nous sommes à Oxford, bien entendu. Nous sommes dans les années 1960 et on a un riche industriel donc, qui s'appelle Sir Marcus Dering, qui est un riche industriel, va recevoir des lettres de menaces de la part d'un corbeau. Et au début, il n'y fait pas attention, il prend ça comme une plaisanterie, bref, il accumule les lettres dans un tiroir sans en attacher plus d'importance, mais au fur et à mesure que le temps passe, les lettres arrivent de plus en plus menaçantes, et à un moment donné, c'est également son fils qui va être visé par ces menaces, des menaces de mort sur le fils de cet industriel. Là, il commence à s'inquiéter et il va aller à la police où il va expliquer sa situation. La police, étant donné que c'est un homme qui a de l'argent, va se plier en quatre et voilà, commencer à protéger sa famille, protéger son fils. Son fils qui lui pense que c'est une plaisanterie et qu'il ne va rien lui arriver, donc il n'est pas du tout inquiet. Mais il y a quand même une protection policière qui va être mise en place. Et à la date limite donc mentionnée dans la lettre du maître chanteur, du corbeau, il va y avoir un meurtre, mais ce ne sera pas le fils de l'industriel qui va décéder, ce sera un jardinier veuf et père d'une petite fille. Et là, toute l'histoire va démarrer. On retrouve également deux personnages très importants, évidemment, vu que ce sont ces deux-ci. Donc, d'un côté, on a Judy Lovegood, qui est une jeune policière d'à peine 19 ans, je pense, qui veut faire carrière dans la police et qui n'est pas crédible dans les yeux de ses collègues masculins. Donc c'est un monde qui est quand même fort macho, où ses collègues estiment qu'une femme n'a pas sa place dans la police, au sein de la police. Donc elle est vraiment cantonnée à des petites missions verbalisées, surveillance des parcs, c'est des trucs que jamais des enquêtes importantes, les petites tâches que à la limite personne ne veut faire, c'est pour elle. Et elle veut vraiment faire ses preuves, elle veut avoir une carrière dans la police, et elle veut vraiment s'impliquer dans les affaires. Et elle aimerait vraiment participer à cette affaire, évidemment, qui tourne autour de ce chantage, du meurtre du jardinier en question. Et on a le second personnage qui est le docteur Clément Ryder. Donc le docteur Clément Ryder, c'était un médecin, et suite à des soucis de santé, médecin chirurgien même, suite à des soucis de santé, il a dû arrêter son métier et il s'est dirigé alors vers l'étude du droit et tout ça. Et du coup, maintenant, il accompagne la police dans certaines enquêtes et
cette affaire l'intéresse parce qu'il trouve qu'il y a des éléments un peu particuliers. Alors il a une réputation vraiment qui n'est plus à faire. Il est connu dans le milieu de la police. On l'appelle le vautour si je me souviens bien. Donc c'est quelqu'un que les policiers ne... C'est pas qu'ils l'apprécient spécialement. Par contre... aucun ne remet en doute ses compétences et son implication. Donc il a déjà résolu pas mal d'affaires. Enfin bref, il a une intuition vraiment très affinée, il est très observateur et généralement il se trompe pas. Donc voilà, c'est un personnage assez particulier parce que il n'est pas spécialement apprécié, mais d'un autre côté, il est tellement compétent que voilà, faut bien faire avec en gros. Et il va arriver à la police et il va demander d'avoir un policier dépêché avec lui pour pouvoir mener une enquête de son côté. Et là, le chef en question se dit très bien, je vais lui envoyer Judy Lovegood, comme ça, il est content et en même temps, lui, ça lui retire une épine du pied. Si elle travaille avec cet homme, il se dit il y a peut-être même moyen que ça la dégoûte étant donné le personnage. Et en fait, ça se passe très bien, ça se passe extrêmement bien. Ils vont enquêter à deux autour de cette affaire et évidemment ils vont découvrir plein de choses. C'est vraiment très très bien fait. Ces deux personnages, c'est un duo top parce qu'on a la jeunesse d'un côté et l'expérience de l'autre. Et le docteur Clément va avoir un petit peu un rôle de formateur auprès de Judith parce qu'elle a l'enthousiasme et tout. Et il va parfois un petit peu la recentrer, la recadrer, la pousser à réfléchir parce qu'il voit qu'elle a vraiment un potentiel à exploiter et qu'elle peut devenir un très, très bon policier. Et donc voilà, on suit les aventures de ces deux personnages qui tentent de résoudre cette affaire de corbeau, d'assassinat et de démêler toutes les intrigues qui peut y avoir tout autour de ça. J'ai adoré. Vraiment, c'est super. C'est une saga géniale. C'est une des sagas que je préfère. Enfin, j'ai lu que le tome 1, mais en tout cas, à mon avis, ça va devenir une des sagas que je vais préférer de ce style. Donc, j'ai vraiment hâte de poursuivre avec la suite des aventures. Voilà, ça c'était pour mes lectures faites. Maintenant, il y a mes lectures en cours. Je suis toujours dans celui-ci, je vous en ai déjà parlé, qui est Les fiancés de l'hiver de la passe miroir, le tome 1. J'ai avancé, je suis quasiment à la moitié. Oui, quasiment à la moitié du livre. Et j'aime toujours aussi bien. Ça se lit, c'est fluide. J'aime bien le personnage d'Ophélie. Il y a des intrigues de pouvoir. On en apprend de plus en plus sur son fameux fiancé, donc Thorne, et sur sa famille, sur son statut, sur les conflits, les tensions, enfin ce nouveau territoire qui est le pôle dans lequel elle a été emmenée de force. Enfin, c'est vraiment très intéressant et j'adore vraiment cette lecture. J'ai démarré un autre Cozy Mystery qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, dont j'en ai vraiment entendu parler avec beaucoup de bien, beaucoup d'éloges. Apparemment, c'est aussi une des sagas préférées du genre Cozy Mystery. C'est celui-ci, Meurtre et pépites de chocolat. Les enquêtes d'Anna Svensson. Oui. Et ici, on est aux éditions Le Cherche Midi et c'est écrit par Johan Fluck. Premier tome, j'aime vraiment beaucoup la couverture. Les autres tomes gardent ce layout, donc ce système sous forme de recettes. D'ailleurs, à l'intérieur, on retrouve même des petites recettes. Je vais essayer de vous retrouver tous les 2-3 chapitres. Je sais qu'il y en avait un au tout début. Voilà. On a ici la recette les croquants aux pépites de chocolat. Donc c'est sympa avec des petites illustrations au-dessus. C'est sympa et il y en a plusieurs au cours de la lecture. Alors j'ai bien avancé, j'ai mis 2 marque-pages. Pourquoi? Parce que en fait l'histoire, donc Meurtre et pépites de chocolat, s'arrête en fait à ce marque-page-ci. Donc j'ai quasiment fini, si vous voyez, j'ai déjà lu tout ça et il me reste juste la petite tranche du milieu et la dernière tranche qui est séparée avec le second marque-page, c'est une petite histoire en extra. Donc c'est cool, c'est Joyeux Noël Candy.
Donc dans ce livre, on a en fait 2 histoires. Et je trouve ça assez sympathique. Donc je lirai évidemment le tout. Et j'ai déjà vu que ça se fait suivant la même façon. Donc on a de temps en temps une petite recette dans cette petite histoire, cette petite lecture en extra. Donc dans un livre, on a deux histoires. Je trouve ça sympathique. J'aime bien le format, c'est assez agréable aussi pour la lecture. Ça, c'est un poche, vous voyez, donc ça par rapport à un poche, c'est assez proche au niveau des dimensions. Et dans cette histoire, on va suivre Anna Swenson qui est de retour dans sa petite ville natale où elle connaît quasiment tout le monde. Elle est de retour, elle va ouvrir une pâtisserie qui fait des cookies principalement, et elle est vraiment très occupée là-dedans. Elle s'épanouit dans son métier. Elle a une petite sœur, je pense, qui elle s'est lancée dans le travail d'agent immobilier. Elle a sa maman qui a eu des moments difficiles à la mort de leur père. C'est notamment pour ça qu'elle est revenue dans sa ville natale. Et sa maman est assez intrusive, assez je me mêle de tout, enfin je me mêle en tout cas de la vie de sa fille, et elle essaye à tout prix de la caser avec tous les célibataires de la ville. Et on a Anna qui a sa personnalité, qui est vraiment très bien toute seule, qui vit avec sa pâtisserie, ses cookies qu'elle adore, et elle vit avec son chat qu'elle a recueilli, qui s'appelle Moche. Et qui est un chat de gouttière, donc il n'est pas tout net, tout propre, hein. Il a des petites blessures à gauche à droite étant donné que c'était un chat de la rue, et ils ont vraiment un lien entre eux. Donc sa vie lui convient parfaitement, elle veut rien y changer malgré les essais et les tentatives de sa mère pour cela. Et un matin, il va y avoir un meurtre. Donc on va retrouver le personnage de Ron, comment s'appelle-t-il, Ron Lassalle, qui est son livreur. Donc il livre du lait ou du beurre, je sais plus. Donc bref, tous les matins, elle le voit faisant sa tournée très tôt le matin. Il est censé lui apporter ses fournitures aussi. Et un matin, elle va le retrouver tué dans sa camionnette, juste à l'arrière de son bâtiment. Le shérif n'est autre que son beau-frère, donc c'est une petite ville, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'équipe, il n'y a pas beaucoup de personnel pour se lancer dans l'enquête, mais son beau-frère veut vraiment vite trouver le responsable, le coupable, notamment pour faire évoluer sa carrière, et Anna va décider de lui donner un coup de main parce que c'est quelqu'un qui est assez observateur, et voilà, elle a envie aussi de se rendre utile. Et de trouver évidemment qui a tué le personnage de Ron Lassalle, qui est une personne que apparemment tout le monde appréciait. C'était un gars gentil, généreux, poli. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de raison à l'avoir tué comme ça de sang-froid. Et donc elle va se lancer dans cette enquête. J'ai presque fini, on va dire, hein, comme je vous l'ai dit, il me reste plus grand chose à lire, et j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Je sais que c'est une saga qui... je crois qu'il y a déjà 4 exemplaires qui sont sortis, et je pense qu'il y en aura pas mal derrière. Il me semble que j'ai entendu dire qu'il y en aurait 9, parce que c'est une saga qui existe depuis un petit moment, mais elle était en anglais, et ça vient à peine, ça fait je sais pas combien de temps, mais c'est assez récent d'être traduit en français, ce qui fait que on peut les découvrir que maintenant. Voilà, ici c'est sorti apparemment en 2000. Et le Cherche-Midi, le Cherche-Midi s'est occupé de la traduction française en 2021. Voilà, donc c'est très récent évidemment, vu que ça date d'à peine quelques mois. Et je poursuivrai vraiment avec grand plaisir, parce que j'ai aussi accroché, donc c'est des belles surprises franchement, de Cozy Mystery, des sagas que j'ai débuté, et j'accroche sur toutes les deux. Styles différents, mais de même qualité, donc je suis assez contente.
Dans un autre domaine, je me suis lancée dans les Amélie Nothomb. Ça fait un petit moment que j'avais envie de découvrir cette autrice. Et je me suis lancée dans celui-ci, c'est Hygiène de l'assassin aux éditions Le Livre de Poche. C'est un petit livre, je ne savais pas que c'était des livres aussi fins, donc j'ai été un peu surprise quand je suis allée le chercher en librairie, mais après tout... il n'y a pas de règle pour le nombre de pages. Là, j'ai commencé, j'ai lu ceci qui est le premier chapitre, on va dire, même s'il n'y a pas de chapitre à proprement parler. Voilà, je ne sais pas beaucoup vous en parler étant donné que j'ai lu à peine une trentaine de pages, donc je vous en parlerai un petit peu plus dans la prochaine vidéo. Je l'aurai terminé, évidemment, ça va se lire très vite, donc ce week-end il sera clôturé. Pour l'instant j'aime bien, c'est un style un peu plus soutenu, une plume un peu plus exigeante dans le sens où c'est pas la lecture qu'on peut faire quand on est un petit peu fatigué ou voilà, juste pour un petit peu se changer les idées. Il faut être concentré dans sa lecture. Il y a du vocabulaire aussi un petit peu plus recherché. Il y a des tournures de phrases où il y a plus de recherche aussi. Voilà, donc c'est une lecture différente, mais j'apprécie bien aussi ce style. Pour l'instant, j'aime vraiment bien. C'est un petit peu plus, pas intellectuel, hein, parce que c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire, mais voilà, c'est quelque chose qui demande un petit peu plus d'effort de lecture, j'ai l'impression. Ça m'intéresse et ça m'intrigue, surtout les premières pages que j'ai lues. J'ai hâte de poursuivre la suite de la lecture. Dernière chose, j'ai eu des petites réceptions, je vais vous montrer. Alors, il y a deux choses qui viennent de Vinted. C'est celui-ci, La Dame de l'Orient Express de Lindsay Ashford aux éditions de l'Archipel. J'étais curieuse de le découvrir, j'ai vu ce livre passer pas mal. Ça tourne autour de Agatha Christie. Donc on est en octobre 1928, son divorce lui a laissé un petit goût amer. Partout, Agatha Christie croit voir le fantôme d'Archie, son ex-mari, jusque dans les couloirs de l'Orient Express où elle vient de prendre place sous une fausse identité. Et donc voilà, on va suivre Agatha Christie dans le courant de cette année. J'étais curieuse de le découvrir, j'en ai entendu du bien, donc je l'ai pris. Le second, c'est celui-ci de Colleen McCullough. Les oiseaux se cachent pour mourir. J'étais curieuse de découvrir ce roman. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle. C'est une belle brique. Hein. Il y a presque 900 pages. Il y en a 870. Mais j'avais envie de découvrir cette histoire qui se passe en Australie. Je vois ici entamer une nouvelle vie, loin de la misère. Voilà, tout ça me tentait énormément et du coup j'ai pu me le fournir auprès de Vinted, donc très chouette. Et j'ai enfin ceci, je ne connais pas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit manga qui s'appelle Yona, princesse de l'aube. Le tome 1 et le tome 2, en fait c'est en passant en librairie, il y avait ils faisaient une action, ils étaient emballés à deux. Et si on piochait dans le présentoir, donc il y avait ce manga qui était présent, on avait les deux pour le prix d'un. Je connais pas l'histoire, mais je trouve que, en plus je savais même pas voir de quoi ça parlait parce qu'ils étaient emballés comme ça. Donc vraiment la surprise, mais j'ai trouvé les dessins assez jolis. Assez élégants, assez poétiques. Ça m'a intriguée, princesse de l'aube. Je me suis dit, bon, hein, pourquoi pas, en plus à prix réduit, 2 pour le prix d'un, c'est intéressant, donc j'ai craqué. Et après avoir ouvert, les dessins sont sympas, sont jolis, et je les lirai sans doute assez rapidement parce que ça m'intrigue cette histoire. Et à l'arrière, on a un petit résumé. Yona, princesse du royaume de Koka, a grandi dans l'insouciance, choyée par le roi et protégée par son garde du corps et ami d'enfance, le puissant guerrier Ak. À l'approche de ses 16 ans, Yona est heureuse. Son cousin et amour secret, So-won, vient lui rendre visite pour célébrer son anniversaire. Mais ce soir-là, une terrible tragédie survient et sa vie va être bouleversée à jamais.
Moi, je trouve ça intéressant. C'est indiqué une héroïne forte et émouvante dans une fresque épique pleine d'aventures, de magie et de romance. Voilà. Moi, ça m'a convaincue. Magie, aventure, parfait. Donc, je les lirai prochainement. Je vous en parlerai plus une fois que ce sera fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir fait découvrir de nouvelles lectures ou vous avoir donné envie de lire ces lectures. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, que tout se passe bien. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner bien sûr et à très vite.